Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Je suis Serge Alain Auto pour le décryptage quotidien de l'actualité. J'ai l'honneur de proscrire, pour compter de la date de signature de la présente lettre, la séquestration des patients indigents dans les formations sanitaires publiques. J'ai cité là le docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique du gouvernement Joseph John Gouté I, au terme de ses visites de terrain suite à sa prise de fonction. Il est donc obligé de dire aux responsables des formations publiques sanitaires de mettre fin à cette forme d'esclavage d'un type nouveau. Le nouveau ministre de la Santé, dans sa lettre, demande également de libérer sans condition les patients qui se trouveraient encore retenus dans diverses formations sanitaires en raison de leur insolvabilité. Séquestration des malades indigents, c'est terminé. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Séquestration des malades indigents, c'est terminé. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Begeni Abek. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain Auto, bonsoir à vos téléviewers. Voilà, vous êtes membre de la société civile, ça fait toujours plaisir de vous avoir sur ce plateau. Hein. Le plaisir est le mien d'avoir été souvent invité. Ok. À côté de vous, Eric Pépin Bikaï, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes copanélistes et bonsoir à la population de Japoma qui retrouve du sourire aux lèvres après le redémarrage du chantier de construction de leur route. Cette population, a été dit, hein? Voilà, cette population m'a chargé également de remercier Equinox. Il s'avère que Equinox a fait à peu près un reportage de ce qui a été diffusé plusieurs fois. Pas un seul. Okay. On a fait plusieurs reportages. Plusieurs reportages et à la suite de ces reportages. Le dernier c'est Xavier Foucault qui était sur le terrain avec l'équipe Innocent Abeka et les autres. Le génie civil, le génie militaire qui était maître d'ouvrage a bel et bien repris les travaux depuis près de 2 semaines. Et elles sont très contentes de cet état des choses. Ok, merci aux populations de Japoma. Des Japoma. Qui nous regardent en ce moment-ci. À l'arrangement des dollars 3e. Voilà. Bonsoir Maître Biton. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes co-panélistes et bonsoir à tous nos millions de téléspectateurs. Je dis un bonsoir particulier à ceux qui m'apprécient et ceux qui ne m'apprécient pas. Même ceux qui me critiquent, je préfère ça parce que c'est la critique qui fait avancer les choses. Voilà. Ils sont nombreux. Hein. Voilà, nous on va toujours faire notre travail. Hein. Voilà, merci, bienvenue. Une fois de plus, vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Oui. Ancien magistrat. Tout à fait. Voilà, bienvenue. Magistrat civil comme magistrat militaire, ancien. Ok. Magistrat civil, magistrat militaire. Ok. Albert Natola ici, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, je salue mes copanélistes ainsi que les milliers de téléspectateurs de la télévision de radio de Equinox TV. Et je salue particulièrement ceux des téléspectateurs qui nous regardent comme vous connaissez du côté de Bala, dans l'arrondissement de Bala, c'est dans la région du centre. Vous rappelez, Serge Alain Auto, il y a quelques semaines sur ce même plateau, j'évoquais le problème Camerco, je parlais des problèmes managériaux, je parlais également des problèmes liés à la gouvernance, surtout à la recapitalisation, n'est-ce pas, en perspective de Camerco. Oui, il faut peut-être recapitaliser Camerco, mais sauf que pour recapitaliser Camerco, le contribuable ne va pas tout le temps payer la facture. Parce que Camerco n'est plus une structure compétitive. Vous avez des aéronefs qui sont au sol, d'autres qui sont ils sont déjà sur le marché. Parce qu'il y a certains aéronefs qui sont en train d'être vendus. Vous avez des sureffectifs, vous avez des contrats de maintenance et de location d'aéronefs qu'il faut absolument revoir. Vous avez les problèmes de catering avec des surfacturations que cela impose. Vous avez des personnels qui accusent des arriérés de salaire. Je pense qu'il s'agit de... Ça fait trop de problèmes pour une compagnie qui n'arrive pas à démarrer.
Okay. Dans tous les cas, il faut que le gouvernement véritablement se penche sur cette question. Une fois plus. Une fois plus. Ok. Dites-moi, vous avez appris cette... vous êtes au courant de cette lettre du ministre de la Santé? Fini les séquestrations des malades indigents. Comment vous l'avez accueilli? Je l'ai accueilli avec enthousiasme qu'enfin ce ministre agit en homme nouveau comme on en a besoin pour essayer d'innover, pour apporter quelque chose de nouveau dans la décadence de l'administration publique camerounaise. Oui. On l'a souvent dit, mais on constate que l'expérience ne suffit pas pour mieux faire. Il faut avoir un zèle, il faut avoir l'envie d'innover. Oui. Et ce ministre a osé. C'est pourquoi, fini les anciennes théories, il faut imaginer des solutions. Et nous voudrions que le président de la République imagine aussi une solution pour nous sortir de cette crise. Il faut sortir des habitudes, parce que la théorie procède de ce que on a observé plusieurs fois un phénomène et on arrive à une généralisation. On dit, quand il y a tel problème, voilà comment on doit le résoudre. Mais maintenant, on a essayé toutes les formules habituelles. Il faut que le président qui a dit « Mon prédécesseur n'avait jamais failli, je n'y faillirai point ». La République du Cameroun n'est pas seulement un territoire, il est aussi le peuple. Il faut aller chercher l'enfant prodigue et le ramener à la maison. Non, restons sur le problème. Non, je suis d'accord, c'est toujours les actes nouveaux qu'il faut faire. Oui. Ce ministre a osé. Oui. C'était incompréhensible qu'on prenne en otage des malades qui sont démunis, qui sont pauvres. Où est la solidarité nationale? Alors qu'il existe un ministère qui répond de ce genre de problème. Pourquoi ne pas faire une main levée comme on avait fait, mais les fonds se sont retrouvés entre deux avions jusqu'au jour d'aujourd'hui? Non, il était temps que ce ministre ose. Merci d'avoir osé. C'est pourquoi il faut renouveler. Albert Anatola ici, vous aussi vous voyez le sel positif du ministre Manaouda Malachi. Il a osé. Mais écoutez, en posant cet acte. Écoutez, il s'agit d'une petite rupture dans un... Avec l'ancienne méthode. Oui, c'est une petite rupture dans un océan de mauvaises habitudes. Oui. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'il s'agit d'un palliatif. Le palliatif parce que, vous savez, les hôpitaux publics ont besoin de fonctionner. Oui. Et pour fonctionner, il faut avoir des recettes. Il faut payer les factures, il faut payer le personnel, il faut payer, n'est-ce pas, il faut payer les médicaments. Il y a beaucoup de charges qui sont incompressibles dans un hôpital. Maintenant, à côté de ce palliatif, il y a une réalité. C'est qu'il faut engager une véritable réforme dans un système d'humanisation des soins dans les hôpitaux publics camerounais. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque le plus. L'humanisation dans la prise en charge. Non, restons d'abord sur l'acte. J'y arrive. Restons d'abord sur l'acte posé. Non, l'acte posé. Vous avez dit que c'est une espèce de rupture. C'est une rupture par rapport aux anciennes méthodes. Oui. C'est vrai que dans sa correspondance, il indique clairement qu'il faut absolument qu'il y ait une sorte de recensement de ces malades-là qui sont indigents parce que nous sommes des Camerounais. Nous allons nous retrouver avec des personnes voilà, qui ne sont pas indigentes, mais qui vont se rendre de solliciter, n'est-ce pas, de profiter de cette décision du ministre. Mais, sauf qu'il y a quand même un problème de fond. Comme je l'ai indiqué tantôt, c'est vrai. L'acte que le ministre a posé, il s'agit d'un acte louable, humaniste et surtout social. Oui. Maintenant, il y a quand même les factures.
que ces malades n'ont pas pu payer. Et vous avez donc les structures hospitalières qui sont extrêmement, qui n'ont pas suffisamment de moyens, parce que vous savez quand même que dans les hôpitaux publics camerounais, la subvention arrive, je crois, 6 mois après. Oui, oui. On va parler des factures tout à l'heure. Okay. Tout ça est dans la correspondance du ministre. Éric Pépin-Bikaï, l'acte du ministre, c'est aussi l'âge, vous voyez son âge? Parce qu'il fait partie des plus jeunes du gouvernement de Djangouté. Oui, certainement. La jeunesse a beaucoup de niaque, elle a envie de montrer qu'elle peut. Il faut seulement lui faire confiance. Certainement. C'est pour ça qu'il faut comprendre l'acte du ministre Manaouda. Certainement, oui, il est jeune et je pense que sa mesure émane beaucoup plus du fait qu'il a cette possibilité de faire le terrain. Oui. Et l'avantage. Il a fait le terrain. Il a fait le tour. On l'a vu à l'hôpital de Pentinich. Au-delà de ça, même quand il est en politique, c'est quelqu'un qui fait énormément de terrain, qui essaie de se confronter aux réalités des populations. La mesure est bonne, elle est la bienvenue forcément parce que plus d'une famille souffre de ce problème de factures impayées dans les formations hospitalières. Mais il faut dire que cette mesure reste une mesure conjoncturelle, parce qu'il faudrait qu'on soit sur une approche structurelle pour pouvoir essayer de mettre sur pied un mécanisme de paiement, du moins de prise en charge du malade. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour essayer de comprendre pourquoi les malades ne sont pas capables de pouvoir payer leurs factures une fois admises dans les formations hospitalières. Il faut également signaler qu'au Cameroun, à peu près 70% de notre population n'a pas accès aux soins de santé. Dans une population où à peu près on recrute moins de 600 000 personnes qui travaillent. Et dans cette catégorie-là, il faut identifier ce qu'on appelle le travail décent, c'est-à-dire celui qui est capable de faire en sorte que le travailleur puisse prendre en charge un certain nombre de factures, notamment les factures de la santé, et le travail indécent, qui rend donc indigents les malades. Donc il faudrait à tout prix, comme disait Anatole tout à l'heure, qu'on puisse définir réellement ce qu'on met dans le concept d'indigent. Voilà. Est-ce celui-là qui n'a pas de perspective de pouvoir payer la facture, alors c'est parce qu'il a été retenu dans la formation hospitalière pendant 1, 2, 3 semaines, qu'on peut déclarer cette personne d'indigente, ou bien celui qui n'a pas de structure nécessaire de production pour permettre de pouvoir se prendre en charge en cas de maladie. Donc l'acte du ministre est la bienvenue, c'est un acte qui répond aux besoins conjoncturels actuels par rapport au degré de paupérisation de la population camerounaise, mais on voudrait que ce soit un mécanisme structurel pour que ce soit une donnée propre à l'ensemble d'une population, qu'on soit du nord au sud, qu'on soit en zone urbaine ou en zone rurale. Ok. Maître Biton, le tout nouveau ministre de la Santé, Dr Manaouda Malachi, après une visite de terrain, des visites de terrain, décide de proscrire la séquestration des malades indigents dans les formations sanitaires publiques au Cameroun. Un acte fort. Très fort, Serge Alain. Moi, j'applaudis des deux mains. Oui. Parce que quand on parle de zèle amer, oui. Je crois que lui, il a pris le contraire. C'est un bon zèle, c'est un zèle positif. Et ça rentre en droite ligne dans ce que j'appelle l'éthique médicale. Oui. Parce que le serment d'Hippocrate, n'est-ce pas, veut qu'on reçoive le malade, quel qu'il soit, qu'on le soigne, et puis après, on verra. Parce que la vie d'un homme est très importante. On dit, rien ne vaut une vie, mais une vie... enfin, une vie ne vaut peut-être rien, mais rien ne vaut une vie. Donc, moi, j'applaudis des deux mains et je crois que je serai de ceux qui pourront encourager ce jeune ministre à promouvoir l'éthique médicale dans le ministère de la Santé. Et vous voyez que on a parlé également de 100 jours du jeune DG de l'ENAM. On a tiré sur ces jeunes, mais je crois qu'ils sont en train de prouver le contraire. Non, on sait souvent où naissent les problèmes à l'ENAM. Oui, mais enfin, je dis que pour le moment... Lors des résultats, c'est là-bas où les choses... Mais je crois que le début... Est-ce qu'il n'a pas encore géré son premier concours? Oui, on va le voir. Oui, mais on l'attend sur ce point. On dit souvent que les fruits, les fleurs, n'est-ce pas, donne une promesse que lorsque
elles sont abondantes, et puis après, c'est les fruits qui suivent. On verra bien. Ok. Guéni, toujours dans cette correspondance, le ministre de la Santé demande aux responsables des formations sanitaires de lui rendre compte des coûts irrélatifs. Il demande de libérer, mais que les responsables fassent une espèce de calcul. Ça veut dire qu'on peut payer, on peut se passer, l'État a les moyens de s'occuper de ces malades. C'est surtout, pour moi, je conseillerais qu'on fasse, comme dans les entreprises, le lean management. Oui. C'est-à-dire, comme disait mon copanéliste, effectivement, si cette mesure reste isolée, elle risque de ne pas produire, elle risque de finir comme l'annulation du paiement de frais de scolarité au niveau du primaire. Oui. Parce que les malades seront rançonnés autrement. Mais je vous assure... Ah, vous voyez, vous pensez qu'ils seront rançonnés autrement? C'est même le processus, le coût, l'argent qui se perd dans ce processus qui rend le malade incapable de payer finalement la facture. Parce que des fois, au départ, on vous exige d'acheter tout un lot de remèdes, mais c'est pas vous qui gérez ces remèdes. Et quand on va prescrire à un autre malade, c'est vos remèdes qui vont traiter là-bas. Je vous assure, c'est comme ça que ça se passe, généralement. Et en plus, je ne sais pas pourquoi on a annulé cette histoire de propharmacie dans les hôpitaux, qui venait permettre, faciliter l'achat, l'acquisition des remèdes. Il faut, c'est bon, mais il faut associer aux médecins, il y a des administrateurs des hôpitaux qui sont rompus dans le management. Le médecin, c'est vrai, il va aider à l'élaboration des coûts, mais on peut savoir, avec la rémunération des médecins, on sait que par exemple, le médecin va nous coûter par consultation 1000 francs. Au terme d'une opération, tant. Voilà ce que le malade peut supporter. Mais pour élaborer ces coûts, il faut des administrateurs. Il faut des gens qui savent comment on élabore le prix de revient d'un... Le médecin est là pour accompagner ce genre de personnes. Dire aux médecins seuls de le faire, cela ne sera pas suffisant. Il faut les administrateurs des hôpitaux à leur côté pour pouvoir rendre un hôpital, comment dirais-je, productif. Oui, oui. Surtout qu'il y a beaucoup de malades. La demande en soins est très importante. Oui. Si la qualité de soins est améliorée, l'accueil, vous verrez un glissement des patients des autres secteurs vers les hôpitaux publics qui offrent des services de soins meilleure qualité et meilleur coût. Okay. Il y a le système d'assurance qui peut intervenir. De toutes les façons, cela est faisable, cela est possible. Il faut réduire parce qu'on avait dit santé pour tous en l'an 2000. Nous ne sommes plus en l'an 2000. Mais on garde les indigents dans les hôpitaux pour n'avoir pas pu payer les factures. Factures qu'on a alourdies. Oui. Il faut aller regarder pour voir qu'est-ce que ça coûte. Okay. Et Anatole, vous parliez tout à l'heure de savoir qui est indigent, qui ne l'est pas. Et justement, dans la lettre du ministre, il demande aux responsables des formations sanitaires publiques de conduire en liaison avec les services compétents des enquêtes sociales afin de déterminer le statut d'indigence des patients insolvables. Oui, je voudrais... Mais quand même des garde-fous, hein, non, ces garde-fous ne sont pas suffisants. Oui. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Ces garde-fous ont des failles. Il est important qu'ils créent à l'intérieur du ministère de la Santé publique un comité de suivi de ces décisions, oui. Parce que nous savons comment ça va se passer sur le terrain. Oui. Voilà. Disons que, permettez-moi de faire une légère digression. Oui, allez-y. Absolument. Disons que lorsque j'ai lu la correspondance du ministre, elle ne spécifie pas quelles sont les structures hospitalières qui sont concernées par ces mesures. Parce que nous avons les hôpitaux de première, de deuxième, de troisième, de quatrième catégorie. Donc il faut que on puisse spécifier quels sont les hôpitaux qui sont concernés par cette décision qui est vraiment salutaire. Parce que... mais il parle de formation sanitaire publique. Non, je pense que vous ne pouvez pas... Si vous n'avez pas les moyens de vous faire... Si votre pathologie ne vous permet pas
ou bien ne vous contraint pas d'aller vers un hôpital de première ou deuxième catégorie, il faut plutôt aller dans un hôpital de quatrième catégorie. Donc, ça c'est important aussi de le souligner. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il ne faut pas non plus qu'on banalise les charges, comme je l'indiquais tantôt, n'est-ce pas, les charges de ces institutions sanitaires. Ça c'est très bien. Mais sauf que, tout à l'heure, il y a un panéliste qui évoquait fort opportunément la problématique d'une mesure structurelle. Et ça me renvoie à une réforme qui est malheureusement entrée dans les tiroirs avec l'arrestation, j'allais dire, avec l'arrestation de l'ancien ministre Onanganawa, qui avait engagé la réforme hospitalière. Je pense que la réforme hospitalière, justement, impliquait une donnée essentielle, l'humanisation dans la prise en charge des patients. Parce qu'au départ, lorsque vous entrez dans un hôpital, il n'y avait pas du circuit de patients qui était lisible. On vous baladait à gauche, à droite, quand vous ne tombiez pas entre les mains des rabatteurs. Je pense donc qu'il est important qu'on sache exactement quels sont les structures hospitalières qui sont visées par cette décision. Deuxième chose, parce qu'il faut quand même, il faut qu'on prenne également en compte la qualité des patients, c'est-à-dire les pathologies qui sont concernées, parce qu'il y a quand même les pathologies qui coûtent essentiellement cher. Donc il faut justement qu'il y ait, c'est vrai qu'il s'agit d'une décision à la fois administrative mais politique aussi. Donc il faut qu'on sache exactement où ça part. Troisième chose, et je vais chuter par là avec votre permission, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que il est tout à fait important que à l'intérieur de cette décision qui a été prise, qu'on puisse véritablement créer un comité qui va recenser qui est indigent, qui ne l'est pas. Parce que au sens de l'indigence, ça veut dire que il s'agit d'abord de quelqu'un qui n'a aucune source de revenus. Ça, c'est ma compréhension de l'indigence. Ma compréhension également de l'indigence, c'est quelqu'un qui n'a pas qui n'a pas de parents et qui malheureusement se trouve dans une situation sanitaire compliquée et qui malheureusement n'a pas accès aux soins de santé de qualité. Donc il doit donc falloir absolument déjà établir qui est indigent et qui ne l'est pas. J'ai vu il y a quelques années, enfin il y a quelques mois, des indigents entre guillemets qui sont retrouvés à la fondation Chantal Biya et par la suite on les a vus ressortir avec des cadeaux alors qu'ils n'étaient pas du tout indigents. Je pense que nous sommes des Camerounais, on se connaît très bien. Il faut que les collaborateurs du ministre, qui sont des techniciens, puissent véritablement se saisir de ce dossier et établir un listing des indigents. Okay. Mais sauf, permettez-moi de sortir par là. Oui, allez-y. Tout à l'heure, je disais que nous avons les hôpitaux ont des charges, notamment pour ce qui concerne les médicaments et en tout cas les consommables médicaux. Ça ne se vend, c'est pas gratuit, ça s'achète. Quelle serait la compensation? Ok. Sur ce plan, oui, allez-y, rapidement, il va intervenir. Si je disais, on devrait se comporter comme dans une entreprise. Il s'agit d'une entreprise. On devrait catégoriser les prestations, les différentes prestations. Soins de ceci, soins de ceci. Ensuite, on évalue le coût de ces prestations. On y annexe la main-d'œuvre, le coût de la main-d'œuvre. On y annexe l'amortissement du matériel auquel vous faisiez allusion. Maintenant, comme pour vous fabriquer les meubles, le menuisier dit: moi, je vous apporte ma technique, j'utilise mon matériel, mais vous achetez du bois. Donc, dans ce cas, les malades n'achètent que les remèdes. Il faut donc le faire. Dedans, on pourrait voir qu'est-ce que l'État peut supporter si ces coûts sont élevés, qu'est-ce que l'assurance peut venir compenser. Mais quelle assurance? Permettez-moi de vous rappeler que pour avoir une assurance, tout là vous avez évoqué la question, n'est-ce pas, de la prise en charge. La prise en charge implique que vous avez une activité dont votre entreprise prend en charge, soit vous-même, soit votre femme ou vos enfants. Vous pouvez être agriculteur, par exemple. Oui. Mais Eric Pepin-Bikaï, selon une étude de l'OMS, 400 millions de personnes à travers le monde n'ont pas accès aux soins de santé de base. Et au Cameroun, depuis un certain temps, on parle de plus en plus de la couverture santé universelle. C'est encore au stade d'un avant-projet. Le ministre, le prédécesseur de
du ministre Manaouda parlait d'une période de 2 ans pour qu'on en arrive en fait à la CSU. En fait, je rejoins un peu l'idée de M. Begeni, qui parle d'une entreprise, l'entreprise de la santé. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez un peu les pays émergents comme l'Inde, ils ont ce qu'on appelle le tourisme de santé. Oui. C'est-à-dire les gens y vont parce que la santé, on peut facilement retrouver la santé dans tous les domaines. Oui. On a un gros problème de santé. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une mesure structurelle à mettre sur pied. À l'intérieur, il est question de valoriser les métiers de la santé. Parce qu'une prise en charge structurelle émane également d'une coordination de l'ensemble des métiers qui interviennent dans la santé. Mais davantage de la présence dans le territoire d'une industrie de santé, c'est-à-dire l'industrie pharmaceutique, l'accès aux médicaments. Parce que le coût de la santé au Cameroun est élevé parce que la population n'a pas accès aux médicaments et aux consommables médicaux. On est encore dans des ratios de 90-10, c'est-à-dire 10% des médicaments, des composants médicaux produits au Cameroun et 90% produits à l'étranger. Quel qu'en soit le cas, il est tout à fait naturel que la santé ait un prix très élevé. Tout à fait naturel. J'ai discuté la dernière fois avec une pharmacienne qui a été formée en Belgique, qui me disait que le Cameroun ne dispose que de 50 000 lignes de médicaments, comparativement à un pays comme le Sénégal qui en dispose près de 2 millions. Ici, on parle des lignes de médicaments, c'est-à-dire les quantités de médicaments qu'on trouve sur le marché. Or, un pays comme le Sénégal, que nous n'avons rien à envier, dispose de 2 millions. C'est-à-dire qu'ils peuvent être capables de pouvoir avoir accès à tous les médicaments pour soigner toutes les maladies. Bon, maintenant, on revient sur la couverture santé, qui est une problématique fondamentale. Parce que comment finance-t-on la santé d'une population? Puisque la santé, tout comme l'éducation, est une question de souveraineté. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit sous-traiter à des tierces personnes. Voilà. Comment donc mettre sur pied des mécanismes de financement de la santé de notre population pour que cette population soit productive et nous conduise vers le développement? Parce que le développement également est un conglomérat d'un certain nombre d'éléments, parmi lesquels la bonne santé de la population. Si on ne peut pas avoir une population en santé, on ne peut pas aspirer à un développement. La couverture santé universelle est un mécanisme qui est... C'est vrai qu'on n'invente pas ça. Les gens préfèrent immigrer en France parce que la France dispose de l'une des couvertures santé les plus stables au monde. Donc, nous, et notamment les gouvernements qui se sont succédés, notamment dans ce ministère de la Santé, ont essayé des mécanismes. Mais permettez que je puisse quand même vous dire que la couverture santé universelle ne va pas prendre en charge, n'est-ce pas, toute la problématique médicale du patient. Il s'agit des systèmes de pathologie qui sont prises en charge. Il y a un palier de pathologie qu'il faut définir clairement. Et d'autres que on saura que l'État ne peut pas couvrir. C'est un système que ceux qui sont en activité payent pour ceux qui ne sont pas en activité. Vous avez dit que tout à l'heure, M. Begeni a évoqué le fait qu'on a à peu près 600 employés, personnes qui travaillent au Cameroun, c'est-à-dire dans le secteur public et dans le secteur privé. À peu près moins de 250 dans le secteur public et peut-être 350 dans le secteur privé. On peut définir une sorte d'assurance santé universelle où on prélève à la source les salaires de ceux qui travaillent pour les reverser dans les caisses de cet on parle de tout le monde. Tout le monde devrait en fait cotiser. Non, on va arriver. Je parle de ceux qui travaillent. Maintenant, pour ceux qui ne travaillent pas, c'est-à-dire qui sont dans l'informel, ils peuvent avoir un palier de cotisation de 1000 francs, de 2000, peut-être par mois, de telle en sorte qu'on te délivre une carte prépayée, comme les cartes avec les téléphones mobiles là. Dès que vous êtes malade, on vérifie à partir des données informatiques si votre carte est à jour. Et on te prend en charge sur les paliers des maladies qui ont été définis. Peut-être une dizaine, une quinzaine, une vingtaine. En mettant donc en avant maintenant le fait qu'on dispose sur le territoire national d'une industrie pharmaceutique de qualité. Parce qu'on vous dit 70% des personnes, des Camerounais n'ont pas accès aux soins de santé de qualité. Mais ces 78%, ça ne veut pas dire qu'ils ne tombent pas malades. Quand ces personnes tombent malades, ils se dirigent vers où? Ils se dirigent vers les médicaments d'arrêt. Mais ce qui coûte cher, l'augmentation de la maladie et l'augmentation de l'offre. Permettez au Maître Biton de dire une chose. La couverture santé universelle, pour le prédécesseur du docteur Manaouda, il faut 2 ans pour qu'on en arrive là. Qu'est-ce qu'on fait donc entre-temps? Oui, Serge Alain, c'est dommage qu'on ne puisse pas prioriser, n'est-ce pas, des secteurs. Oui. Parce que je pense que c'est un droit humain, oui. La santé.
comme l'éducation. Et je crois que la priorité des priorités, c'est la santé. La santé. Parce que quand on parle de population active, je regrette, mais cette population est active par rapport à quoi? Par rapport à la santé d'abord. Et c'est elle qui va, n'est-ce pas, produire les richesses. C'est elle qui va aller dans les champs, qui va aller à l'usine, qui va aller dans tous les secteurs du monde du travail. Donc, moi je dis, c'est quand même dommage que nous laissions certains secteurs de souveraineté, comme la santé, comme l'éducation, à la réflexion des autres. Nous voyons le problème sur le livre. Bon, nous savons, je ne vais pas m'avancer, mais c'est pour dire que nous sommes indépendants depuis tout de même une soixantaine d'années. Oui, on devait avoir des industries pharmaceutiques sur place. Quand on parle de 10% de fabrication de remèdes au pays et 90%, moi je crois que c'est la totalité qui est remise entre les mains des autres. Je crois donc qu'il faudrait qu'on y pense sérieusement. Dernièrement, on a parlé des produits CNPS, n'est-ce pas, où on commence à voir que la couverture sanitaire des citoyens et le système de, comment on appelle ça, la sécurité sociale, n'est-ce pas, commence à arriver, mais il faut dire que c'est suffisamment tard. Mais il faut mettre les bouchées doubles pour que vraiment, et dites-vous bien que les pays étrangers qui ont toutes ces productions sont contents, n'est-ce pas, de ce business qui génère des milliards à leur profit. Okay. Or, nous, ça nous réduit. Nous ne sommes pas déjà nombreux, 22 millions. À côté, nous savons que notre grand voisin a bientôt 200 millions d'habitants. Oui, oui. Et vraiment, il faudrait faire quelque chose. Je reste avec vous, Maître Bitton, sur ce... Il a commencé à l'évoquer. Il y avait ce slogan, ce fameux slogan, vous qui avez un certain âge, dites-nous, qu'est-ce qu'on y mettait? Santé pour tous en l'an 2000. Comment comprendre que c'est un slogan juste comme ça ou bien... Oui, c'est un slogan, je dirais politique, mais un slogan qui est vide de contenu. C'est-à-dire que son contenu, quand on va voir en réalité, il n'y a rien, puisque nous sommes en l'an 2000, pratiquement 19, bientôt 20. 20 ans après, on n'a pas vu cette santé pour tous. Au contraire, n'est-ce pas, on se rend compte que nous sommes plutôt en train de descendre beaucoup plus bas. Et lorsqu'on voit le secteur de la santé, on va trouver que c'est là où il y a le plus de détournement d'argent. Donc, en fait, la société de en fait, on ne voit pas l'engouement, n'est-ce pas, que suscitent ces slogans et tout ce qu'on tisse tout autour. Moi, je crois qu'il faut désormais faire la politique de nos moyens et dire la vérité aux gens. Okay. Parce qu'on a politisé un peu tous les secteurs et ce n'est pas bien. On ne mange pas la politique. Okay. On mange les autorisations de mise sur le marché des médicaments qui viennent d'ailleurs. Et voilà, justement, les médicaments de la rue ne sont là. L'industrie de chez nous, personne n'en parle pour mettre les bâtons dans les roues des entrepreneurs dans le domaine pharmaceutique et on tue leurs usines. Albert Latola, ici, vous ne semblez pas être d'accord avec M. Bitton tout à l'heure par rapport à ça? Non, absolument, je ne suis pas d'accord avec M. Bitton pour une seule raison, parce que en 2003, je crois, le ministre de la Santé public de l'époque, M. Rubon Langenawana, avait mis en place, c'était un projet médical, ce n'était pas un slogan. Le slogan en question, le projet en question consistait en une réforme du système hospitalier camerounais avec des passerelles bien déterminées qui visaient une sorte non seulement de l'humanisation des soins, parce que de la prise en charge médicale qui est en train de revenir aujourd'hui avec le nouveau ministre de la Santé publique. Deuxième, une parenthèse, où est passé le SAMU? Le SAMU, c'était un projet qui a été soutenu, même comme ça a été dévoyé, c'était un projet qui avait été soutenu, porté par le ministre de la Santé publique de l'époque, M. Urbain Olanguenawana. La réforme hospitalière ne consistait pas seulement en la construction des bâtiments.
la réforme hospitalière c'était un paquet, non seulement qui visait la formation des médecins, des infirmiers de qualité pour la gestion de la santé des Camerounais. Aujourd'hui, il est paradoxal que pour un pays comme le Cameroun, vous n'avez pas plus de 20 chirurgiens, j'ai dit neurochirurgiens, vous n'avez pas plus de 20 neurologues, vous n'avez pas plus de 20 urologues. C'est paradoxal. Pourquoi? Parce que la plupart des médecins qui sont formés avec l'argent du contribuable camerounais préfèrent aller faire fortune ailleurs parce que les conditions de travail au Cameroun ne suivent pas. Il s'agit donc, je veux donc dire qu'en 2003, lorsque le projet Santé pour tous en l'an 2000 a été mis en place par l'ancien ministre Urbain Olanguenawana, c'était un projet médical. Je voudrais quand même rappeler sur ce plateau, c'est important. Et comment comprendre donc après lui, non, même pas après lui, et tout ça, tout ce qu'il a fait là, tout ça pour ça, c'est-à-dire là où il se retrouve. Hein? C'est ça. Quelle est donc l'efficacité de ce programme? Parce qu'il a l'air de soutenir ce ministre. Ça n'a rien à voir du tout. J'ai pas envie d'évoquer cette problématique sur ce plateau parce que c'est pas ça la thématique du jour. J'ai pas envie d'aller dessus. Donc maintenant, je voudrais vous dire une chose. La plupart des projets qu'a porté ce monsieur, ce sont ces projets que monsieur Mamafoura, je crois, a pu gérer. Dites-moi, quel projet, j'allais dire, quel financement M. Mamafoura a apporté au ministère de la Santé publique pendant tout le temps qu'il y a été. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a eu fuite des cerveaux, on a construit des malades, des centres de santé, et qui n'avaient pas de médecins de qualité spécialisés, parce que le Cameroun a besoin de médecins spécialisés et non des généralistes. Ça, c'est important aussi de le souligner. Ok, Éric Pépin Bikaï, toujours dans cette correspondance, le ministre dit, en attendant la mise en place de la couverture santé universelle, je vous exhorte à bien vouloir me proposer dans les meilleurs délais des solutions mieux adaptées et moins dégradantes pour la prise en charge des patients indigents dans les formations sanitaires publiques. Non, il faut donc être il y a plusieurs. Proposer quoi pour que ça fonctionne? Il y a plusieurs mesures qui peuvent être proposées au ministre pour qu'on puisse implémenter cette prise en charge. Je reviens, je ne suis pas totalement contre ce que Anatole disait tout à l'heure, qu'il y a un sérieux problème des ressources humaines. Parce que voyez-vous, la formation d'un médecin dans tous les pays qui se respectent coûte entre 50 et 100 millions. Même au niveau du contribuable camerounais. Pour ceux qui sont spécialistes de la question, ils peuvent affirmer cela. Donc, entre 7 et 9 ans de formation, et puis à la fin de la formation, la plupart de nos enfants se retrouvent à l'étranger. Ça fait qu'au Cameroun actuellement, nous sommes dans un ratio d'un médecin pour 10 000 habitants. Or, l'OMS recommande le ratio d'un médecin pour 1000 habitants. Donc, techniquement, au Cameroun, on peut identifier à l'aide de nombrer 2350 médecins pour à peu près 7000 qui exercent dans les formations hospitalières à l'étranger. Vous voyez donc, il y a un problème, un sérieux problème de ressources humaines dans la prise en charge des médecins. Bon. Et également, à côté de ça, comme disait M. Béguéné tout à l'heure, le médecin qui est formé pour soigner les pathologies. Il n'est pas formé pour manager les formations hospitalières. Voilà également une vice de forme dans nos hôpitaux. C'est-à-dire, on a formé quelqu'un, il s'est spécialisé peut-être dans les maladies tropicales, le paludisme, mais au gré de la société, il se retrouve directeur d'un hôpital. C'est-à-dire, il doit s'occuper des factures, il doit s'occuper de la sécurité, il doit s'occuper du personnel. En même temps, il doit consulter. Vous voyez que ce médecin ne peut pas travailler. Il ne peut pas consulter. Donc, l'une des mesures que le ministre doit d'abord mettre en place, c'est de pouvoir responsabiliser les médecins dans leur domaine. Mais bien évidemment, en les mettant dans les conditions de travail idoines. Parce que la plupart de nos médecins exercent dans plusieurs formations hospitalières et relèvent au second plan le poste de travail où ils ont été recrutés. Si vous allez dans les hôpitaux publics, c'est pas trop, c'était parmi des deux. Le médecin arrive toujours en retard. Il n'est pas encore là, les patients sont là, ils attendent jusqu'à 11h, 12h. Parfois, il arrive à 13h, il est reparti à 14h30. Parce que pour lui, la priorité, c'est le business. La priorité, c'est le business. Ce n'est pas forcément de pouvoir répondre à une mesure conjoncturelle arrêtée par le ministre.
Il faut également que le ministre tape la main sur la table par rapport à ce problème de gestion et puis de mise à la disposition des médecins, des conditions idoines pour travailler. Par exemple, la révalorisation de leur salaire. Parce qu'aujourd'hui, il n'admet qu'un médecin a un salaire de 180 000 au Cameroun, il ne peut pas travailler. Ce sont les gars qui doivent avoir un salaire qui équivaut entre 350 000 et 500 000. Surtout que c'est dérisoire. Je vous rappelle que lorsqu'il y a eu une baisse drastique des salaires en 1994, j'avais, je crois, 15 ans de magistrature. J'étais à 530 000 parce que moi, j'étais déjà en A2. Le médecin, je suis retombé, s'il vous plaît, à 125 000 francs. Et à l'ENAM, j'avais une bourse de 135 000, 16 ans avant. Et le médecin est retombé à 85 000. Mais non, attendez, il ne va pas consulter. Il ne peut pas faire des miracles. Il y a également un autre phénomène qu'il faut. Monsieur Béguini. Moi, je dis, cette politique de salaire, c'est ça qui fait fuir les cerveaux, n'est-ce pas, un peu partout en Afrique, mais surtout au Cameroun et dans monsieur le magistrat. C'est ça qui fait pendant que les médecins souffrent comme ça, on gonfle le fonctionnement des réunions interministérielles à 10 milliards de francs. Tout à fait. Ils prennent cet argent. C'est illogique. C'est une question. Il faut justement revoir la situation des médecins. C'est ça qui fait que certains gardent les malades en... séquestrer les malades. Non, le problème de la séquestration des malades vient de l'indigènement. Justement, moi, je fais des propositions dans ce sens. Moi, je fais un témoignage, peut-être ça va permettre de comprendre la situation. Je conduis mon épouse dans une formation hospitalière de la place de référence, comme M. Alissi le disait tout à l'heure. Et il y a une patiente qui arrive qui souffre du diabète. Il faut qu'elle soit imputée. Comme disait M. Béguin tout à l'heure, les médicaments, la famille essaye d'acheter parce que c'était une femme qui était indigente. Elle sortait des ECA. Et elle est venue à l'hôpital à Douala parce qu'il n'y avait pas de mesures les possibilités de prise en charge à Ezeka. Bon, quand elle arrive, elle achète des médicaments, elle en bloque, on ampute sa jambe. Après 2 jours, elle a fugué. Elle ne pouvait plus payer les factures. Même pas les factures de la formation hospitalière, mais les factures journalières de médicaments. C'est-à-dire les ordonnances qui arrivaient de manière quotidienne. Elle a fugué. On ne sait pas ce qu'elle est devenue plus tard. Mais c'était une patiente qui était indigente. Mais dont la structure à laquelle elle était hospitalisée ne tenait pas compte de cet aspect-là. On questionne un peu sa sociologie, ses conditions de vie économique, là où elle vient. Tout ce que l'hôpital voulait, c'est qu'elle paye les factures et qu'elle paye ses ordonnances. Donc, pour dire au ministre, et là c'est un cri de cœur que je lance au ministre, le Cameroun, le système de paupérisation au Cameroun est très élevé. La population souffre. Mais malheureusement, cette population doit avoir accès aux soins de santé. Trouvons donc un mécanisme. Les mesures conjoncturelles, oui. Mais en même temps, Albert Natola ici disait que l'hôpital doit vivre. Non, je suis d'accord, parce que quel qu'en soit le cas, il doit y avoir un réajustement au niveau du budget alloué au ministère de la Santé. Parce que il faut avoir, et puis tout à l'heure, Anatole disait qu'il s'agit de quelle formation hospitalière. Parce que si un patient souffre d'hépatite, le patient ne peut pas aller dans un centre de santé. Le patient doit se référer soit à l'hôpital à Kentini, soit à l'hôpital général, soit à la garnison militaire, là où on trouve les meilleurs spécialistes. Mais le fonctionnement de ces hôpitaux-là, ça a un coût. Et le patient est un client. Oui. Donc maintenant, si le patient cesse d'être un client, il faut qu'on trouve le mécanisme de financement de cet hôpital-là pour essayer d'équilibrer les comptes de la formation hospitalière. De lui proposer dans les meilleurs délais les solutions les mieux adaptées. Quel qu'en soit le cas, la substance grise ne manque pas, les propositions ne manquent pas. Comprenons une chose, c'est que la santé est une question de souveraineté où toutes les mesures doivent émaner des Camerounais. Donc le ministre n'a qu'à convoquer ces expertises-là, ces grosses têtes-là. Ils sont à la fois ici et à l'étranger. Rappelez-vous les 7 dans la société civile. Rappelez-vous les 7 médecins, les 7 000 médecins qui exercent à l'étranger. Pour la plupart, ils veulent rentrer. Ce sont les infrastructures d'accueil. Qu'est-ce qui bloque? Non, ce sont les infrastructures d'accueil qui ne sont pas adaptées à leur confort de travail, qui font en sorte qu'ils ne veulent pas rentrer. Ok, merci. Bonsoir Cédric Nouffelé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Le 20h, c'est dans un instant Cédric. Au menu ce soir. Ce soir, une enquête d'opinion publique sur la perception des Camerounais sur le fonctionnement de la démocratie. Vous suivrez cela dans ce journal. Comment cette perception des Camerounais, notamment
ceux qui résident dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest ont changé leur perception de la pratique de la démocratie au Cameroun. Ils sont assez insatisfaits de la situation démocratique du pays et leur insatisfaction va grandissante en raison de l'enlisement de la crise anglophone. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et le gouvernement reconnaît pour une première fois une collusion entre les chefs traditionnels, autorités administratives dans l'exploitation illégale des forêts au Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale rappelle à l'ordre les autorités administratives. Pendant ce temps, la société civile tire la sonnette d'alarme sur le danger qui guette le Cameroun en raison de cette déforestation. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également l'état des lieux du climat sociopolitique dans le septentrion. Vous le savez, cette région du Cameroun a été au centre des discussions et des contestations post-électorales devant le Conseil constitutionnel, et le RDPC, le MRC, le SDF et d'autres formations politiques sont déjà en note de bataille pour les prochaines élections locales dans le septentrion. Nous en parlerons avec notre équipe d'envoyés spécial du côté de Marois. Voilà, développement de tous ces titres, c'est dans le 20h de Cédric Noufélé. Quant à moi, madame, monsieur, je vous retrouve après, toujours en compagnie de nos 4 invités pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Place tout de suite, madame, monsieur, à la pause. Journal. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est le débrief. Donc, deuxième partie, toujours en compagnie de nos invités, Maître Martin Bitton, Albert Anatole Haïssi, Eric Pépin Bikaï et Begeni Abek. Vous avez suivi ce reportage, Begeni. On nous fait comprendre que des Camerounais, par rapport à la gestion de la crise, la gestion faite par le gouvernement, non plus. Ça, c'est un aspect. 40% en zone anglophone n'ont plus confiance en l'armée du pays. C'est grave? C'est une confirmation d'une situation générale. J'ai suivi 16 à 20% et 80%, sauf si... voilà. Mais cela n'est pas le fait de la simple crise. Cela vient de très loin. Vous savez, nous autres avons la notion biblique de la démocratie. Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, et lui a donné libre cours de disposer tout en marchant seul dans un certain ordre. Mais nous avons notre façon à nous, les hommes, de tailler ce que c'est que la démocratie, comme si c'était asservir le peuple. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple. C'est le peuple qui exerce le pouvoir. Ceux qui gèrent les institutions sont les animateurs et les serviteurs du peuple. Mais ils deviennent le peuple, ils deviennent, c'est eux qui décident, le peuple marche. Or, d'après les résultats des élections, nous voyons que moins de, disons, si nous sommes 25 millions, c'est près du quart, sinon un peu plus, qui participent aux élections. Et comment pourrait-on dire que le pouvoir est entre les mains du peuple? C'est le peuple qui met les hommes pour animer les institutions qui viennent du peuple dans le sens du bien général. Quand vous dites le quart, vous faites allusion aux 6 700 000 inscrits de l'ECAM. À peu près. Et ce n'est pas les 6 millions qui ont pris part effectivement à l'élection. Donc le chiffre est encore plus bas. Ouais. J'ai maximisé pour des risques d'erreur. Seulement, on sait qu'il y a encore là-dedans près de 3 millions qui n'ont pas reçu leur carte pour voter. On le sait. Mais c'est une réalité. C'est une réalité à nos gouvernants de changer. Parce que j'ai souvent entendu dire, ou j'avais entendu dire, que les institutions, ou alors le parti n'est pas au service des hommes qui passent, mais de la nation qui demeure. C'est le peuple qui demeure. Alors,
gérons nos institutions, sachant que les institutions appartiennent au peuple et non à la minorité gouvernante. Maître Bitton, que des Camerounais en arrivent à ne plus avoir confiance en leur armée, il y a lieu de s'inquiéter. Tout à fait, parce que on parle... Qui est censé protéger. Oui, on parle d'armée de développement, d'armée citoyenne. En réalité, l'armée est là pour protéger le citoyen. Bon, cette confrontation qui a été, je peux dire, forcée, n'est-ce pas, de part et d'autre, il faut dire qu'il n'y a pas de guerre entre les Camerounais et d'autres, les hommes d'une autre nation. C'est les frères et les sœurs qui sont en train de s'entretuer, et c'est vraiment dommage qu'on en arrive là, parce que nous n'avons cessé de dire à ce plateau qu'il fallait au départ gérer cette crise de la manière la plus simple, c'est-à-dire en passant par le dialogue, par le débat, et je crois qu'il n'y a pas de honte, n'est-ce pas, à réunir les frères et sœurs autour d'une table pour débattre de ces problèmes. J'ai toujours dit que le chef d'État est considéré comme le père de ses enfants. Même dans une famille, on a des voleurs, on a des enfants qui sont intelligents, d'autres qui sont idiots, mais on ne jette aucun enfant. Hein, on les réunit autour d'une table et s'il faut distribuer, n'est-ce pas, des cadeaux ou des récompenses pour les méritants ou des sanctions pour ceux qui... Mais on les ramène, n'est-ce pas, pour que la famille et le vivre ensemble triomphe. Alors on ne peut pas parler d'un côté du vivre ensemble et de l'autre le contraire, parce que c'est admettre une chose et son contraire. Donc moi je dis, on peut encore rattraper, n'est-ce pas? C'est vrai, on a eu beaucoup de morts, beaucoup de frustrations, beaucoup de pertes en vies humaines, en matériel, en tout. Hein? Il faudrait se ressaisir, parce que là, c'est la nation qui est en train de s'effriter, de partir en lambeaux. Et okay. C'est dommage. Éric Pepin-Bikaï, la crise anglophone est venue changer la perception que les Camerounais ont et de leur État, et de leur armée, et de la démocratie. Oui, tout faire pour résoudre ce problème. Oui, le problème, il est désormais fondamental et peut-être il peut être également séculaire. Il ne faut pas oublier que, comme disait Maître tout à l'heure, on a cessé de dire que cette crise devrait trouver sa solution dans le dialogue. Mais le gouvernement ne cesse de dire qu'il fait des efforts, il y a des commissions, il y a des gens qui sont libérés. Sauf que on a eu beaucoup plus de thématiques sur cette question aussi. Oui. On a toujours décrié la méthode. Oui. Et je reviens sur les paroles de Maître Bitton qui dit il n'y a pas une honte à faire asseoir tous ces enfants sur la table et à en discuter. La crise anglophone est une crise très profonde et très ancrée dans l'anthropologie d'un certain nombre de populations. Si vous faites un tour, ou alors si vous avez fait un tour avant dans cette zone-là, beaucoup de nos compatriotes anglophones considèrent les francophones sur le vocable de Biya Brothers. Ou alors ils appelaient tous les francophones la République. On ne sait pas pourquoi moi je suis le petit frère de Biya, ou alors je suis considéré comme la République. Voilà les éléments un peu épistémologiques sur lesquels on pouvait travailler pour comprendre les frustrations des uns et des autres par rapport à un pouvoir qui est en place. Bon, là maintenant, elle est arrivée, elle a tout chamboulé parce qu'en réalité, les institutions ont été mises en avant, ou alors ont été préservées contre les jérémias, disons ça comme ça, d'un certain nombre de populations. Et moi, sur le travail d'Afrobaromètre, que j'ai un peu interrogé, je m'interroge un peu sur la méthode. On parle d'un échantillon de 1200 personnes, dont 16% à 20% ont été interrogés dans la région de zone en conflit et 80% dans le reste du pays. Bon, cette méthode, cette présentation des résultats aussi peut être discutable.
parce que c'est une population, par exemple, la zone anglophone qui est évaluée à peut-être 20% de la population, et qu'on interroge moins de, c'est pas trop, de 0,1% de cette population, et on dit que cet échantillonnage-là peut faire office d'un résultat qui peut être une perception de la population. Là, j'en doute. Mais ce qui est sûr, l'hypothèse, ou alors les résultats de Afrobaromètre ne sont pas loin de la réalité. Parce que même en zone francophone, les gens ont une notion très versatile de l'État et de ses institutions à travers des représentations. Tout à l'heure, on parlait un peu du problème forestier, où les chefs de terre, entre guillemets, sont en collusion avec les exploitants forestiers. Ils deviennent non pas le garant, le représentant de l'État sur les unités de commandement, mais des hommes d'affaires qui font des affaires avec la forêt. Comme c'est un bien national, ils s'en servent. Et ça fiche les populations de savoir, par exemple, que voilà l'administration qu'on envoie auprès de nous pour nous encadrer, mais elle participe plutôt à nous piller, à nous spolier. Donc on ne peut pas avoir le citoyen lambda, qu'on soit du nord-ouest, du sud-ouest, des ECA dans mon département d'origine ou de mon village Banda, on a une perception assez reculée de la notion des institutions. Elles ne sont pas crédibles, elles ne rassurent pas la population. Voilà, pour rester dans cette enquête d'opinion, Albert Anatola ici, on nous apprend également que 30% des anglophones s'identifient plus à leur groupe ethnique qu'au Cameroun, en nation Cameroun. Mais disons qu'il n'y a pas que les anglophones. Vous avez eu le privilège, n'est-ce pas Ça marque quand même un rejet, là. Oui et non. Mais permettez-moi d'abord de poursuivre mon analyse pour faire comprendre que il n'y a pas que nos compatriotes de la zone anglophone. Nous avons la preuve, c'est que lorsque nous regardons dans le rétroviseur le nombre d'inscrits lors de la dernière élection présidentielle et le nombre de votants, vous voyez qu'il y a un fossé énorme, il y a un gap énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un désamour, non seulement entre les politiques et les populations, mais surtout, il y a un manque de confiance entre les populations et les institutions républicaines. Ça, c'est important de le dire, parce que les hommes passent, les institutions restent, c'est important. Tout à l'heure, nous avons évoqué la problématique de la confiance, de ce déni d'amour entre l'armée qui doit être républicaine et les populations. Je pense que ça devrait être un tort parce que il n'y a aucune guerre propre. Même les États-Unis n'ont jamais fait de guerre propre. Partout, dans les zones, dans les théâtres d'opération, il y a toujours des guerres sales. C'est-à-dire parce qu'il y a des effets, des dégâts collatéraux. Non, mais là, c'est pas la même chose. Là, les États-Unis ne font pas la guerre. Non, j'ai pris l'exemple des États-Unis parce que ce sont des profondeurs du droit international et des droits de l'homme. Donc, même sur le territoire américain, il y a ces problèmes qui subsistent. C'est dire quoi? C'est dire que il y a quelque chose de fondamental qu'il faut quand même relever, c'est que tous les Camerounais ont un problème. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il y a un désamour entre les gouvernants, entre les institutions de la République et les populations et le peuple camerounais. Ça, c'est fondamental, c'est connu. Maintenant, pour revenir sur le cas de nos compatriotes de la zone anglophone, je ne voudrais pas quand même que ce soit une fixation, parce que nous avons aussi dans le reste du pays des compatriotes qui sont frustrés, mais qui expriment leur frustration à leur manière. Nous savons quand même que ce n'est pas très cool du côté de l'extrême nord, du nord ou de la Damawa. Nous savons également que ce n'est pas très cool du côté de l'Est. Ce n'est pas très cool à Douala non plus, où nous sommes. Ce n'est pas parce que nous sommes sur ce plateau en train de faire de très belles analyses, j'imagine, mais ça veut dire que nous avons chacun a une frustration. Moi, j'ai des frustrations. Je suis journaliste, j'ai une entreprise de presse, mais moi, j'ai besoin qu'on m'accorde une subvention annuelle. Je n'ai pas besoin qu'on m'accorde une aide publique à la communication privée. C'est une frustration. Dans mon village, j'ai pas de route.
pour aller dans mon village, c'est le chemin, c'est la croix et la bannière. Je suis en droit d'être frustré. Maintenant, est-ce que la méthodologie consiste à prendre les armes? Je pense que non. Je crois que non. Même si on est frustré. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a pris la métaphore du père de famille qui doit pouvoir appeler les enfants. Je suis d'accord. Mais est-ce que lorsque vous êtes un père de famille, serez-vous d'accord que l'un de vos enfants aille prendre le couteau à la cuisine pour vous tuer, essayer de tuer, de dénier, j'allais dire, de défier votre autorité en tant que parent parce qu'il est frustré, parce qu'il est en colère contre vous? Je crois que non. Oui, mais est-ce qu'il va donc cesser d'être votre fils? Non, justement, ça dépend de mon état d'esprit à l'instant. Parce que chacun a sa façon de gérer, n'est-ce pas, un problème. Si il trouve que je suis dans les très bonnes dispositions de pouvoir philosopher, je dis ça comme ça, je suis sûr que je vais banaliser son acte. Mais s'il trouve que je suis dans de très très mauvaises dispositions et mentales et psychologiques, je suis certain qu'il va le maudire. Vous allez le maudire? Certainement. Oui, oui, je crois que objectivement la question que vous avez posée est pertinente et bienvenue. Cet enfant ne sera jamais exclu de la famille. Du voisin. Bon, du voisin. Voilà, mon compagnonniste, M. Begeni, a dit tout à l'heure que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et le même Dieu dit, venez et plaidons. Même si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, je les rendrai blancs comme le pourpre ou comme la neige. Mais je dis, c'est absolument essentiel. Or, le président de la République lui-même a placé son septennat sous le signe du rassemblement. Oui, du rassemblement. Non, il a même parlé de Dieu, qu'il met son septennat sous le signe de enfin, sous la gouvernance de Dieu. Donc, je dis, Dieu, c'est un Dieu de paix, un Dieu de rassemblement, d'amour. Il n'est pas question que, vraiment, on commence à... Parce que, vous voyez, c'est lorsqu'il y a des confrontations comme ça, que nos ennemis, entre guillemets, n'est-ce pas, que ce soit les voisins ou les Européens, qui veulent exploiter nos matières premières, le bois, le sous-sol, profitent, n'est-ce pas, pour pouvoir, dans ce désordre, nous piller davantage. Nous avons besoin de calme, de paix, pour réfléchir sur nos problèmes fondamentaux. Ok, je reste avec vous, vous gardez la parole, Maître Bitton. On va sortir avec la thématique principale. Comment on en vient à séquestrer des gens et que ça passe comme ça, là, sous... personne ne dit rien. Est-ce que ces personnes-là ne risquent pas quelque chose? Bon, en tout cas, le Cameroun, c'est le Cameroun. Je dis la loi, j'interroge là le magistrat. Oui, justement, je dis, il n'y a pas de sanctions sans texte. Il n'y a pas d'infraction sans texte. Ceux-là qui séquestrent les malades, c'est, n'est-ce pas, au nom de quel texte, de quelle sanction, de quelle loi, de quel règlement? Ils n'ont pas payé. Non, mais non, parce que là, il y a, par exemple, dans le code, on parle de filouterie, filouterie de loyer, filouterie d'hôtel, là c'est filouterie de quoi? Non, mais il ne faut pas exagérer. Moi je crois que les juristes, que ce soit les magistrats, les procureurs ou les avocats, ou même ceux qui, n'est-ce pas, ont une base de droit, ils doivent se lever et traîner ces responsables devant les tribunaux, parce que il n'y a aucun texte qui prévoit que lorsqu'un malade a été soigné et n'a pas payé, qu'il puisse être séquestré. Est-ce que c'est une arrestation, c'est une garde à vue administrative, elle est judiciaire, elle est quoi? Non, mais attends, vraiment, ce n'est pas normal. Hein? Et pendant ce temps, hein, c'est ces mêmes gens qui ont des comptes hyper gonflés, et qui narguent pratiquement les populations. Mais nous sommes où? Dans un état de droit.
Votre justificatif tient toujours parce que vous dites que l'hôpital doit vivre. Albert Anatole ici. Non, absolument. Vous savez, il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre dans le fonctionnement de la cité. L'État... Ici, on a quand même affaire à des indigents. La lettre du ministre ne dit pas que tout le monde. Non, oui. On spécifie les indigents. Est-ce que du point de vue social, oui, ils ont déjà payé quelque chose? Non, permettez-moi de répondre à votre question. Oui. Je voudrais dire que... Les indigents essoufflés. Je voudrais dire que la cité a besoin de fonctionner. Oui. Tout à l'heure, j'évoquais la problématique du fonctionnement des institutions sanitaires qui ont besoin de l'argent pour acheter des médicaments, pour acheter des consommables médicaux. Si, de manière systématique, on reçoit 1000 malades un hôpital reçoit par exemple 1000 malades par jour et que 700 sont indigents, vous êtes d'accord avec moi que cet hôpital-là ne va plus fonctionner. Parce que non seulement il y a des charges qui sont incompressibles, c'est-à-dire les consommables médicaux, le plateau technique, le personnel et d'autres charges relatives, il faut bien que l'État justement puisse trouver un mécanisme de compensation. Parce que la mesure du ministre est salutaire, c'est une feuille d'oxygène, mais il est important, je l'indique, il faut absolument insister là-dessus, il est important qu'il soit créé un comité de réflexion et de suivi de cette décision du ministre. Sinon, ça va se passer comme ça a l'habitude de se passer chez nous. Non, vous avez raison sur ce plan, mais il y a un problème, c'est que justement, nous faisons là comme si l'État ne prenait pas en charge une bonne partie de charges. Pas l'État, nous, parce que nous payons les impôts. Le matériel, le plateau technique, les bâtiments, c'est l'État. Mais il y a d'autres frais. Il y a parfois double emploi. Nous avons dit, les ordonnances qui se multiplient, vous ne maîtrisez pas. J'ai une nièce qui a eu un problème de cheville. Si son père n'avait pas d'argent pour déposer sur la table avant l'intervention 350 000, et par jour, il fallait 15 000 francs pour faire les pensions. On a presque procédé autrement parce que son père, c'est un marin, il est parti, elle devait sortir 2 jours plus tard, on dit, tu ne peux pas parce que tu n'as pas payé 60 000. Pour quelqu'un qui vient de supporter près de 500 000 francs. Qu'est-ce que 60 000 francs? Donc, on vous suce, on vous essouffle. Il y a un autre système, le ministre sait ce qu'il dit. Mais ce que je voulais dire... Le ministre sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il dit. Il a des informations. Oui, justement, c'est à la suite de sa visite de terrain. Pour enrayer un peu et diminuer le désamour, j'ai fait un petit calcul. Si je prends les gadgets qu'un parti a utilisés pour amadouer... On a tourné la page. Ah, d'accord. On a tourné la page. Je voulais lutter contre le désamour. Mais c'est le devoir de l'État de soigner ses citoyens. Voilà. Oui, non, il faut dire que, comme disait Anatole tout à l'heure, l'hôpital doit vivre. Mais n'oublions pas que humaniser l'hôpital, c'est crédibiliser nos populations et les faire en sorte qu'ils appartiennent à l'État. Parce que forcément, ça va éviter qu'Afrobaromètre puisse faire son enquête d'opinion et que les populations disent, qu'on soit du nord-ouest ou de la partie francophone, que nous n'aimons pas notre État, nos dirigeants et la qualité de nos institutions. Parce que ça passe par l'humanisation, par exemple, des formations hospitalières. Tout à l'heure, M. Biguini évoquait un aspect par rapport à l'hôpital. Parfois, là on interroge, parce que tout à l'heure j'ai interrogé la ressource humaine qui est disponible dans nos hôpitaux. Vous venez avec un patient, on fait un diagnostic, on prescrit une ordonnance. 3 jours après, on te dit que non, c'est pas la bonne ordonnance, on change de traitement. 4 jours après, on change encore de traitement et c'est le patient, c'est-à-dire le parent du patient qui doit supporter cela. Ça conduit à l'indigence? Non, ça ne peut pas conduire à l'indigence, mais ça peut conduire à une situation de séquestration parce qu'à la fin, vous avez dépensé plus d'argent pour un diagnostic qui n'était pas, qui n'avait rien à voir avec la maladie. À la fin, vous êtes dépouillé, vous êtes essoufflé, mais il faut payer la facture. Que faire? Certainement, il faut hypothéquer tout ce qu'on a comme meuble à la maison. En fait, c'est ce mode de paiement qui est courant dans nos formations hospitalières. C'est-à-dire, le mari ou bien arrive à la maison, vend le salon, vend la télé, et puis pas payer la facture.
Et parfois on séquestre le cadavre parce Voilà, qu'on n'a pas payé moi, on a séquestré les médicaments. à l'hôpital général de Douala il y a 2 ans. Pourquoi? Parce qu'elle est entrée au coma profond 8 jours après l'intervention chirurgicale au niveau du cerveau. Après l'intervention, 8 jours après, elle a fait un coma de 8 jours. Les médecins nous disaient que ça pouvait aller. Quand elle est décédée, ils ont dit qu'on doit payer une advance de 3 millions. Donc le corps est resté à la mort pendant peut-être 1 mois et demi. Bon, quel que soit le cas, on a payé 1 mois et demi après. Mais la méthode était mauvaise. La méthode était très mauvaise. Et plusieurs Camerounais, quel qu'en soit les coins, souffrent de ce problème. Mais il y a également un autre problème sur lequel j'insiste. L'accès aux médicaments de qualité. La Sénamé, qui est l'organe en charge de pouvoir fournir les propharmacies, comme disait M. Bekini tout à l'heure, on a comme l'impression qu'il ne s'intéresse qu'à Douala et à Yaoundé. Donc si on cumule la population de ces 2 villes, ça fait à peu près 10 millions d'habitants. Donc les autres 15 millions d'habitants qui sont disséminés sur notre territoire se soignent comment? Avec le médicament de la rue. Réfléchissons-y. Implantons sur notre territoire des firmes pharmaceutiques en co-entreprise avec l'expertise locale. Peut-être l'initiative du docteur que vous avez évoqué tout à l'heure était une initiative voilà, et privée. Mais si on en associe à ce type d'initiative, comme M. Dr Hegba a fait dernièrement avec les Indiens, il faut qu'on multiplie ce type d'initiative à travers le territoire pour que la population ait accès aux médicaments et à moindre prix. Ok, merci. C'est le mot de la fin. Merci, cher monsieur, d'être venu. Merci. Biton, merci Albert Natola ici, merci Begene Abek, merci également Eric Pépin Bikaï, merci à toute l'équipe conduite par Séverin Chouban qui vous donne rendez-vous demain à partir de 19h et diffusion pour cette édition 23h GMT. Il sera justement minuit à Japoma.